Je voulais resituer le service des musées de France. Vous savez que le service est constitué de 2 sous-directions, la sous-direction de la politique des musées et la sous-direction des collections, qui s'occupe plus particulièrement de la vie des œuvres au sein des collections. Avec le bureau des acquisitions, de la recherche, de la restauration, le bureau de la diffusion numérique des collections et le bureau de l'inventaire des collections et de la circulation des biens culturels. Ce bureau a en charge l'inventaire des collections, le recueil et le recueil des données du récollement décennal, dont je m'occupe plus particulièrement. Et ma collègue Sophie Marek s'occupe, elle, du suivi de l'avancée du récollement des dépôts de l'État. On s'occupe également donc des prêts et des dépôts, les transferts de propriété des dépôts de l'État et les autorisations d'exportation. Le dépôt est une sortie provisoire d'une œuvre d'une collection à laquelle elle appartient pour être installée dans un musée de France ou un monument historique ouvert au public. Généralement d'une durée de 5 ans renouvelable, le dépôt est destiné à renforcer la présentation des collections permanentes. Il répond à un enjeu d'accès au public du patrimoine et entraîne la mise en place de procédures visant à protéger ce patrimoine. Un petit peu d'histoire. Donc, la pratique du dépôt remonte à la création des musées de la Nation. Il y a plus de 2 siècles, les musées de l'État ont reçu mission d'envoyer des œuvres dans les musées régis par les collectivités territoriales afin d'enrichir et de compléter leur collection. L'arrêté chaptal du 1er septembre 1801 consistait à répartir les œuvres obtenues lors des guerres de la Révolution et du Consulat entre 15 musées de grandes villes. Le décret dit de Vichy, signé le 11 juillet 1862 par Napoléon III, décidait qu'après l'achat puis la présentation des collections Campana, certaines œuvres seraient envoyées en région pour compléter les collections et pour éduquer la population. Puis tout au long du XXe siècle, de nombreux dépôts ont été réalisés, prenant de plus en plus en compte les projets scientifiques et culturels des établissements. Après la guerre, les MNR sont déposés par l'État en région. Les prêts et les dépôts d'œuvres d'art sur le territoire français dans les musées nationaux ou à l'étranger font partie des missions historiques et fondamentales des musées de France. Les décisions relèvent de la compétence du ministre et sont examinées par la commission scientifique des musées nationaux qui se réunit chaque mois en commission des prêts et des dépôts. Le dépôt fait l'objet d'une décision et peut faire l'objet d'une convention, notamment dans le cas des dépôts scientifiques alternés, avec l'exemple ici de la statue d'Ourning-Guersou, dont le corps appartient au musée du Louvre et la tête a été acquise en 1947 par le MoMA de New York. Comme vous le savez, un rapport de la Cour des comptes publié en 1996 a relevé l'insuffisante rigueur de la tenue des inventaires et du suivi des dépôts consentis par l'État depuis 2 siècles. Ce rapport a eu pour conséquence la création de la Commission de récollement des dépôts d'œuvres d'art, la CRDOA. C'est une commission interministérielle placée auprès du ministre chargé de la Culture et présidée par un magistrat de la Cour des comptes. Cette commission définit la méthodologie du récollement général des dépôts d'œuvres d'art, en organise les opérations et en suit le déroulement. Elle est associée à la mise en œuvre du récollement décennal prévu par l'article L451-2 du Code du patrimoine et prend en compte les résultats du récollement des dépôts. De cette obligation de récollement des dépôts a découlé l'obligation de récollement de l'ensemble des collections des musées de France. Le récollement est devenu un devoir législatif depuis la publication de la loi relative aux musées de France en janvier 2002 et engage la responsabilité des propriétaires des collections. Dans son article L451-2, le Code du patrimoine dispose que les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire et qu'il est procédé à leur récollement tous les 10 ans. Le récollement relève de 5 textes juridiques, donc le Code du patrimoine qui impose le récollement et en fixe la périodicité décennale. Le décret de 2002-852 porte application de la loi relative aux musées de France et confie cette mission au personnel scientifique du musée.
L'arrêté du 25 mai 2004 encadre la mise en œuvre du récolement. La circulaire du 27 juillet 2006 définit une méthodologie et prévoit les conditions de restitution des résultats du récolement auprès de l'autorité de tutelle, donc des DRAC ou des ministères, et la note circulaire du 4 mai 2016 définit la méthodologie du récolement des ensembles dits indénombrables et des opérations de post-récolement des collections des musées de France. Récoller provient du latin recolere, qui signifie passer en revue. En France, l'origine du récolement remonte au XVIe siècle. Il est pratiqué pour réglementer les biens du domaine royal. C'est à partir de cette date que l'on tient l'inventaire du domaine, base de la domanialité publique française. L'activité de récoller est donc connue de longue date, mais cette activité a pris tout son sens à la création du Muséum central des arts en 1793 dans le Palais du Louvre. L'arrêté du 25 mai 2004 donne une définition dans son article 11. Le récolement est l'opération qui consiste à vérifier sur pièce et sur place, à partir d'un bien ou de son numéro d'inventaire, la présence du bien dans les collections, sa localisation, l'état du bien, son marquage, la conformité de l'inscription à l'inventaire avec le bien et le cas échéant avec les différentes sources documentaires, archives, dossiers d'œuvres, catalogues. Le récolement sert à améliorer la gestion et la conservation des collections des musées. Il sert à suivre et vérifier la présence des biens dans les collections, à vérifier son état de conservation, à accroître la connaissance sur les collections, à assurer la mise à jour de la documentation. C'est un outil de prévention indispensable. Il permet de s'assurer du marquage qui doit être vérifié à chaque récolement et renouvelé si nécessaire, de vérifier l'état de conservation d'une œuvre, de prendre des photographies de l'œuvre et de son marquage. Les musées de France ont pour mission permanente de conserver, restaurer, étudier, enrichir leur collection. Récoller est une étape de la conservation et de l'éthique de la collection. La loi relative aux musées de France confie cette mission au personnel scientifique du musée, au sens de l'article L. 442-8 du Code du patrimoine. Le cadre juridique qui vous est présenté ici s'adresse plus particulièrement au dépôt de l'État. En effet, en matière de musée, le principe de libre administration des collectivités territoriales s'impose. Néanmoins, rien n'empêche les musées territoriaux de s'inspirer de la réglementation existante pour la rédaction de leurs décisions. Donc, on parlera essentiellement des dépôts de l'État. Les dépôts de l'État. De quelle cible parle-t-on ? 187 649 œuvres sont actuellement déposées par les musées nationaux sous tutelle du ministère de la Culture. Ce sont des données de mai 2023. Ce volume ne comprend pas les 10 897 biens qui ont été transférés entre 2004 et 2022 dans le cadre de l'application de l'article L. 451-9 sur les transferts de propriété des biens déposés avant 1910. 24 musées nationaux ont consenti des dépôts auprès de 1250 bénéficiaires ou dépositaires. Sur ce volume important, 20% sont des dépôts entre musées nationaux, tous ministères confondus, et un peu moins de 3% sont déployés dans le réseau diplomatique français et les institutions étrangères. La répartition des œuvres déposées au sein des régions et territoires français est très hétérogène. On peut voir ici des chiffres étonnants dans plusieurs régions qui correspondent à des situations exceptionnelles. En Île-de-France, les dépôts croisés expliquent ces chiffres. En région Auvergne-Rhône-Alpes, une collection estimée à plus de 30 000 pièces est déposée au musée dauphinois à Grenoble par le musée de la voiture et du tourisme de Compiègne. C'est le fonds de l'alpiniste Paul Elbronner. En Occitanie, le trésor d'Éoz, qui relève du musée d'archéologie nationale, a été dénombré à plus de 28 000 items. De fait, de tels volumes relèvent le plus souvent de domaines archéologiques et ethnographiques. En région, il s'agit de collectes locales acquises par l'État et inscrites pour ordre à l'inventaire des musées nationaux, par lesquels les objets n'ont en fait jamais physiquement transité. En
raison du nombre de musées nationaux et de grandes institutions de l'État en Île-de-France, c'est là où il y a le plus grand nombre de dépositaires. Donc, les obligations du déposant. Que dit le Code du patrimoine ? Dans l'article D423-9, les œuvres confiées à la garde des musées nationaux peuvent faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de France, dans les musées étrangers, dans les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales non affectées à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public, dans les parcs et jardins des domaines nationaux. L'article D423-11 dispose qu'aucun dépôt ne peut être consenti dans l'un des lieux mentionnés à l'article précédent qui ne remplirait pas les conditions suivantes, qui sont être pourvu d'un personnel scientifique de conservation ou être placé sous la surveillance régulière d'un tel personnel. Présenter les garanties de sécurité requises pour les œuvres déposées. Cet article prévoit également que le personnel scientifique de conservation responsable est spécialement chargé de tenir l'inventaire des dépôts et d'assurer la garde de la conservation des œuvres déposées. Le déposant doit être informé sans délai de tout risque de détérioration de l'œuvre. La restauration d'une œuvre déposée ne peut être effectuée que par une personne désignée par le déposant. Depuis 1981, les musées nationaux ne consentent plus de dépôts directs aux administrations. Mais ces dépôts peuvent être maintenus. Ainsi en dispose l'article D423-18 du Code du patrimoine. L'arrêté du 25 mai 2004 fixe les normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire, du registre des biens déposés dans un musée de France et au récolement. Il encadre la mise en œuvre du récolement, il fixe les modalités de rendu des résultats par un procès-verbal qui décrit la méthode adoptée, le champ couvert par la campagne et comprend la liste des biens non vus ou manquants, ainsi que celle des biens détruits. Le dépôt est formalisé par une décision ou une convention de dépôt qui en fixe la durée et les conditions. Les musées nationaux signent leurs propres décisions de prêts et de dépôt depuis le décret 2020-733 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans le domaine de la culture. Les dépôts restent dans la cible du déposant et sont récollés par leur propriétaire. Le déposant rédige un procès-verbal de récolement par dépositaire et un rapport de récolement est recommandé. Voici le modèle de procès-verbal de campagne préconisé par le service des musées de France. Une campagne de récolement est considérée comme achevée uniquement si elle fait l'objet d'un procès-verbal qui en synthétise et en officialise les résultats. Ce document validé et signé par le responsable des collections est transmis au propriétaire du musée. Il engage le responsable des collections et le propriétaire sur le résultat de la campagne, notamment à l'égard des biens manquants et des opérations de post-récolement à mettre en vigueur. Il s'agit d'un document officiel et opposable dont la consultation peut être exigée par les agents de l'État chargés du contrôle scientifique et technique et par les autorités de contrôle, comme la Cour des comptes, les enquêtes parlementaires, l'inspection des patrimoines, les cours régionales des comptes. Seule la transmission des procès-verbaux au DRAC pour les musées en région et au ministère de tutelle pour les musées nationaux permet de prendre en compte leurs résultats dans le cadre de l'évaluation annuelle de ce chantier. Lorsque ces résultats relèvent des indicateurs de contrôle de gestion, ils peuvent avoir des conséquences sur l'attribution de certains budgets ou subventions. Le procès-verbal atteste seul la réalisation du récolement des dépôts. Il ne faut pas oublier l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2004 qui prévoit que lorsqu'il quitte ses fonctions, le responsable des registres de l'inventaire et des dépôts remet à la personne morale propriétaire du Musée de France un état récapitulatif des biens inscrits sur ces registres qui, après récolement, sont considérés comme manquants.
il est rappelé que le manquement à ces dispositions peut faire l'objet de sanctions disciplinaires. C'est pourquoi, avant son départ, le responsable des collections adresse officiellement à la personne morale propriétaire des collections la liste des objets manquants extraits des procès-verbaux de campagne de récolement, accompagnés des procès-verbaux de plainte correspondants. Le directeur des affaires culturelles, donc le conseiller pour les musées, est également informé officiellement lorsqu'il s'agit de musées territoriaux. Enfin, en ce qui concerne le rapport de récolement, celui-ci n'est pas obligatoire, mais il gagnerait à être plus systématique. Ces rapports permettent au service des musées de France de mieux se rendre compte de l'état des recherches relatives aux biens manquants, des pistes déjà explorées et de celles qui restent éventuellement encore à exploiter. Le rapport est rédigé par le déposant. Alors, les obligations du dépositaire. Que dit le Code du patrimoine ? Article D 423-10. En ce qui concerne les musées de France et les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, la demande de dépôt est faite par l'Assemblée délibérante compétente. Les demandes doivent contenir l'engagement de supporter les frais de toute nature occasionnés par le dépôt et notamment les conséquences des vols, pertes et dégradations. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée. L'article D 423-14 dispose que les bénéficiaires de dépôt peuvent être autorisés à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires. Cette autorisation leur est accordée après avis de la Commission scientifique des musées nationaux, par les chefs des services à compétence nationale ou par les autorités compétentes dans les établissements publics. L'article D 423-15 dispose que les décisions de déplacement des dépôts peuvent être prises donc par ces mêmes autorités, les chefs de services à compétence nationale et les autorités compétentes pour les établissements publics. Les décisions de retrait définitif des dépôts peuvent être prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux par les mêmes autorités compétentes. Le retrait est obligatoirement prononcé pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'œuvre n'est pas exposée au public. Le Code du patrimoine exige donc que le dépositaire assure les conditions de restauration, de sécurité, d'exposition au public et que le dépositaire fasse une demande d'autorisation au déposant pour prêter l'œuvre à une exposition temporaire ou pour la transférer dans un autre lieu. L'arrêté du 24 mai 2004 consacre son titre 2 à la tenue du registre des dépôts. L'article 8 dispose que tout dépôt consenti à un musée de France est inscrit par le musée dépositaire dans un registre des dépôts qui est un document distinct de l'inventaire. Le service des musées de France insiste sur l'importance du registre des dépôts qui permet au musée de distinguer les collections qui lui sont affectées des collections dont il est seulement dépositaire et qui en aucun cas ne seront inscrites à l'inventaire du musée. Les dépôts ne sont pas inscrits à l'inventaire du dépositaire, mais sur un registre dédié. La forme n'a pas été définie par le législateur, ça peut être un cahier, un fichier Excel, une base de données. Par contre, les rubriques sont précisées dans l'annexe 4 du même arrêté. Vous avez les rubriques relatives au statut juridique du bien et aux conditions de son dépôt, c'est-à-dire le numéro du dépôt attribué, généralement précédé de la lettre D, le numéro d'inventaire du bien dans les collections du déposant, la date et les références de l'acte unilatéral ou contractuel qui autorise la mise en dépôt du bien, ainsi que la date de la prise en charge du bien, le nom de la personne morale ou physique propriétaire du bien déposé, la date et les références de l'acte qui décide de mettre fin au dépôt et la date de restitution. Vous avez également les rubriques portant description du bien et des rubriques complémentaires sur les auteurs, les périodes, si ça a lieu.
Une rubrique observation peut mentionner l'existence de mentions particulières liées au dépôt. Les problématiques rencontrées. À 2 ans de la fin du deuxième exercice du récollement décennal, on ne peut que constater que le récollement des dépôts n'avance pas. Aujourd'hui, moins de 15% des 187 649 biens déposés par les musées nationaux du ministère de la Culture ont été récollés au titre du deuxième récollement décennal. L'avancement du récollement est très contrasté d'un déposant à l'autre. Aucun n'a achevé l'intégralité de son récollement et le nombre de personnes affectées à cette mission est souvent dérisoire par rapport à l'ampleur des collections. Très peu de musées se sont dotés d'un service, d'une équipe ou même d'une seule personne entièrement dédiée au récollement des musées. À ce titre, le service des musées de France salue tout particulièrement la performance du musée d'Orsay, qui cumule à ce jour près de 70% de récollement pour ses 5 359 dépôts, et l'effort du musée du Louvre pour la mutualisation. Félicitations également au musée Rodin, au musée des plans en relief et au musée des Hésites d'Aillac. Nous encourageons vivement les musées déposants qui ont peu de dépôts à persévérer dans leurs efforts. Pour rappel, voici les priorités fixées par le service des musées de France au début du deuxième exercice du récollement décennal pour vous aider dans vos travaux. Tout d'abord, commencer par les campagnes non achevées lors du premier récollement, afin que tout ait été inspecté au moins une fois. Ensuite, s'attaquer aux biens dont le premier récollement est incertain, mal documenté, voire inexploitable, souvent faute de procès-verbaux précisant le périmètre de telle ou telle campagne. Et enfin, récoller les biens dont la localisation est réputée avoir changé depuis le premier récollement. Il faut persévérer dans les recherches, quitte à ne pas se déplacer dans les lieux où il n'y a éventuellement plus que des dépôts manquants. Il convient de s'assurer à minima qu'il n'y a pas eu de redécouverte que le dépositaire aurait omis de relayer, puis d'exploiter les pistes laissées ouvertes au premier récollement. On continue de retrouver des œuvres au cours du deuxième récollement grâce à votre ténacité et à des recherches progressivement élargies, y compris dans des régions où elles sont réputées détruites depuis 80 ans. En tout, 972 procès-verbaux de campagne de récollement ont été enregistrés au service des musées de France, ce qui correspond à 27 304 œuvres récollées au titre du deuxième récollement décennal de 2016 à mai 2023. Certains musées envoient leurs procès-verbaux au fil de l'eau, d'autres font des envois mensuels ou annuels. Pour la plupart des déposants, les campagnes de récollement ne semblent pas suivre de programme géographique. Il est fréquent qu'un musée déposant intervienne à plusieurs reprises dans une même région, voire un même département d'année en année. Les critères présidant au choix de programmation en région ne sont pas clairs et on peut regretter cet éparpillement que manifestent pratiquement tous les musées déposants. La question de la mutualisation des campagnes de récollement se pose. D'une part, il y aurait tout intérêt à ce que chaque musée procède de façon plus systématique. Cela permettrait d'une part d'éviter de déranger à de multiples reprises les mêmes dépositaires et de réduire les déplacements. D'autre part, on y gagne plus rapidement en vue d'ensemble sur un territoire donné. Cela permet, entre autres, de faire circuler l'information sur les manquants et d'augmenter les chances d'en retrouver. Par ailleurs, les nouveaux dépôts font rarement l'objet d'un procès-verbal alors qu'ils sont réputés récollés du seul fait des opérations liées à leur convoiement. Le service des musées de France tâche de les suivre via les enregistrements dans GAM liés à la commission des prêts et des dépôts. Ces mouvements affectent la cible au jour le jour. La liste des biens déposés manquants compte plus de 11 000 entrées, tous musées nationaux du ministère de la Culture confondus. Les œuvres signalées manquantes lors du premier récollement décennal ne sont pas exclues du deuxième récollement décennal. La constatation de biens manquants doit être suivie d'une demande de dépôt de plainte quand on dispose de suffisamment d'éléments pour que les services de police ou de gendarmerie puissent intervenir et qu'une inscription dans Tréma est possible. Les œuvres dont le vol est avéré ou fortement suspecté sont censées avoir fait
l'objet déjà d'un dépôt de plainte. Toute disparition intervenue entre deux récolements, à partir de 2002, année de mise en place du dispositif, donne lieu à l'émission par l'autorité compétente d'un titre de perception correspondant à la valeur du bien, estimé au moment de sa disparition. En pratique, on le fait rarement. Tous les biens culturels des collections Musées de France manquants doivent faire l'objet d'un dépôt de plainte à l'issue de chaque campagne de récolement. Sont considérés comme manquants les biens non localisés à la fin d'une campagne, malgré des recherches répétées qui se sont révélées infructueuses. Le dépôt de plainte permet de pouvoir revendiquer les biens si celui-ci passe en salle des ventes ou s'il est retrouvé chez un particulier ou dans un musée étranger. Le dépôt de plainte est très important, même si les biens ont disparu depuis plusieurs décennies. C'est à ce moment-là qu'ils ressortent sur le marché. Et pour les biens culturels qui ont disparu pendant la durée de leur dépôt, la plainte, évidemment, est de la responsabilité du dépositaire. La mission sécurité sûreté audit, avec les conseillers sûreté des musées de France et le bureau de l'inventaire des collections et de la circulation culturelle, ont actualisé en juillet dernier une fiche sûreté disparition, vol, dégradation, destruction, qui est en ligne sur le site du ministère de la Culture et qui vous oriente sur les dispositions à prendre dans ces cas. Cette fiche donne un modèle de dossier documentaire à joindre à votre dépôt de plainte. Certaines disparitions peuvent s'expliquer par des situations de sous-dépôt. Qu'est-ce qu'un sous-dépôt ? En fait, le sous-dépôt n'a pas d'existence réglementaire. Le Code du patrimoine y fait peut-être allusion dans l'article D 423-15, dans son dernier alinéa, lorsqu'il dit que la décision de retrait définitif des dépôts peuvent être prises après avis de la commission scientifique des musées nationaux pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt. Des musées territoriaux ont sous-déposé des œuvres dans les institutions, souvent implantées dans la même ville, dans une administration locale, mairie, préfecture, tribunal. Il s'agit de peintures et de sculptures modernes ou antiques. Le statut des œuvres n'entre probablement pas en ligne de compte et les biens relevant des musées nationaux accompagnent indifféremment d'autres biens qui appartiennent en propre au musée territorial. C'est vraisemblablement à l'appréciation personnelle du bénéficiaire. Des œuvres ont été sous-déposées également à un autre musée territorial. Les musées nationaux également font des sous-dépôts. Les dépôts entre musées nationaux sont relativement anciens en ce qui concerne le musée du Louvre, le musée de Cluny, le château de Versailles, compte tenu de l'histoire des trois musées. Les sous-dépôts, eux, datent de la première moitié du XXe siècle. Alors, je vous donne cet exemple de sous-dépôt. Cette peinture de Louis-Alexandre Boucher, attribuée au musée du Louvre en 1902, déposée à la résidence militaire générale de Strasbourg en 1919, sous-déposée au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Entre-temps, il a changé d'affectation puisqu'il a été attribué au musée d'Orsay à sa création. Et il n'est pas régularisé dans gamme, à notre connaissance. Une partie des sous-dépôts dans les musées et les administrations ont été réglés par le retour des œuvres au musée dépositaire, par la restitution au musée déposant ou par une régularisation sous forme de nouveaux dépôts pour des œuvres conservées dans les musées. Ces situations doivent être régularisées par une nouvelle décision avec le déposant initial dans les meilleurs délais. Merci de votre attention.